Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de 1000% avec le docteur Bernadette de Gasquet qui revient pour la seconde fois. Et je suis toujours accompagné de Vincent pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui malheureusement a une voix un peu de rocker. J'ai une voix un peu suave, donc je m'excuse avant sur les auditeurs. Et donc on reçoit le docteur Bernadette de Gasquet, maman, docteur, auteur, enseignante. Comment ça va ? Très bien, très bien. Je suis un peu bronzée, comme vous le voyez peut-être. Voilà, c'est le retour des vacances et ça me fait plaisir de commencer par ça. Voilà. Parfait. Et surtout, on vous retrouve pour parler de plusieurs choses. Forcément, la thématique du jour, ça va être l'accouchement en conscience. On va évoquer la préparation à l'accouchement, le rôle du partenaire, la préparation du périnée, comprendre la physiologie aussi de l'accouchement. Qu'est-ce que le périnée ? Comment est-ce qu'il va subir ou pas cet accouchement ? Et enfin, parler du postpartum avec tout ce Un qu'on grand pourra programme, hein. envisager. C'est ça, un grand programme. Vous nous avez dit en tout début d'épisode, en off, il y a un congrès qui s'organise. Il faut que vous en parliez déjà en premier abord, non ? Si vous voulez, donc c'est le 6e congrès que j'organise. Cette fois-ci, je suis avec mes 2 filles pour l'organisation. On fait ça entre nous. C'est à Paris, en Zoom ou présentiel, 14 et 15 novembre. Et c'est donc sur le thème des mobilités au pluriel. Pourquoi ? Et centrage et périnée. Pourquoi mobilité au pluriel ? Parce que il y a la mobilité physique, il y a la mobilité énergétique, viscérale, psychique et aussi sociétale. Donc on va commencer par René Friedman, qui a été le premier gynéco à faire de bébé éprouvette, le premier bébé éprouvette, et ça a changé complètement toute la perception de la reproduction. Et aujourd'hui, on arrive, et j'ai quelqu'un qui va en parler, au transgenre et à la rééducation du périnée, par exemple, des transgenres. Donc c'est, voilà, il y a une évolution en 2 générations extraordinaire. Voilà. Et puis, évidemment, on aura beaucoup de choses sur la petite enfance, la psychomotricité, les réflexes archaïques, et sur le sport, toutes les mobilités, le handisport, la mobilité dans l'espace, plusieurs choses des petites surprises ludiques, évidemment, c'est très transversal, voilà, et ça s'adresse aussi bien aux professionnels de santé et de la forme que aux personnes concernées. Parce que, par exemple, il y a la maladie des lers dans l'os, l'hyperlaxité. Et c'est une patiente patiente partenaire. Voilà. Donc, les gens peuvent être concernés à titre personnel par ces problèmes de mobilité. Oui, on voit qu'il y a Flavio Bonnet qui intervient sur la course à pied, qui fait partie de la clinique du coureur. Il y a le docteur Guimberto qui parlera de fascia. Les fascias. Vous avez aussi sur le patinage artistique, sur le système vestibulaire. Voilà, parce que le système vestibulaire, et quand ça ne bouge pas, si c'est le décor qui bouge, si c'est les sports portés, qu'est-ce qui bouge ? Et je termine par une méditation qui bouge, c'est-à-dire la méditation Sophie, les derviches tourneurs. Ok, bon, beaucoup de choses au programme. Oui. Bon, c'était bien d'en parler, donc c'est à Paris le 14-15 novembre. Plus le Zoom, hein, c'est possible. Donc, ok, en distanciel. Très bien. Merci.
Bon, mais écoutez, on est parti sur cet accouchement. Comment est-ce qu'on peut préparer cet accouchement? Quelles sont les clés à mettre en place? Eh bien, c'est un moment très privilégié pour connaître son corps. Aujourd'hui, les futures mamans et futurs parents n'ont pas trop de repères parce que c'est pas partagé dans le quotidien. On voit pas les accouchements comme on les voyait peut-être dans la brousse ou je sais pas. Donc souvent, c'est un peu la découverte de tout ça. Et pour moi, c'est une très bonne période pour justement avoir des signaux. Dès qu'on fait une posture qui gêne un peu, hop, on le sait. Alors que là, tout de suite, là, vous pouvez faire des gestes qui sont peut-être pas terribles, vous aurez aucun signal. Donc c'est un très bon moment d'éducation. On en reparlera peut-être, mais par exemple, apprendre à aller à la selle sans pousser vers le bas, c'est une très bonne préparation à l'accouchement. Et finalement, on dit souvent, on va pousser comme pour aller à la selle. Ben, tout dépend comment on pousse pour aller à la selle. Mais une future maman n'a pas envie de pousser comme une malade vers le bas parce qu'elle a l'impression de pousser le bébé dans les toilettes, tout simplement. Donc, elle va sentir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour moi, la préparation à l'accouchement passe beaucoup par le corps, justement, les postures de base, les placements, les mobilisations de base, les transferts, se retourner, se relever, etc. Et la respiration, évidemment, l'apprentissage de la respiration. Donc, Vas-y Vincent, je t'en prie. Je me permets de rebondir. Vous parlez de ne pas pousser à la selle. On peut peut-être y aller. Est-ce qu'il y aurait un réflexe à utiliser comme le réflexe à l'accouchement? Oui, alors voilà. C'est pas poétique, désolée, mais allons-y. dans l'accouchement, on retrouve énormément de choses des réflexes de base, dont beaucoup de femmes ont envie de vomir pendant l'accouchement. Et aussi, on a ce réflexe dit d'expulsion, quand l'utérus se vide, expulse, chasse son contenu, qui ressemble tout à fait au réflexe défécatoire. Donc, il faut le savoir, c'est pas que poétique l'accouchement. Il peut y avoir effectivement défécation, il peut y avoir vomissement, mais c'est tout ça qui est totalement physiologique en fait. Il faut pas que les mamans soient surprises par ça. C'est une femme qui vomit pousse très très bien. Donc ça veut dire vers le haut. Ça veut dire que ça remonte. Et on va tout de suite me dire, et la gravité, la gravité. La gravité, c'est pour le bébé, mais pas pour l'utérus, si possible. On sort pas l'utérus avec le bébé. On serre pas les intestins avec les selles. C'est un peu la même chose. Donc, faut démouler. Voilà. Pour les selles, on dit elles sont moulées. Bon, c'est le bébé, le fœtus va être démoulé. C'est-à-dire qu'on retire l'utérus du bébé, on retire la mère de l'enfant, et on descend pas tout à la fois. Et donc sur cet effort de poussée, les risques finalement, c'est les prolapsus ou les descentes d'organes sur ces poussées qui sont très violentes, non contrôlées? Alors, ces poussées antiphysiologiques, qui sont dues à des poussées volontaires et non réflexes, c'est juste l'inverse en fait. Le réflexe, c'est la poussée qu'on fait faire, qui est une sorte de crunch. On lève la tête, on attrape les barres, on bloque et on pousse vers le bas. On pousse vers le bas tout ce qui est en dessous du diaphragme. Donc, l'utérus. Et c'est particulièrement grave après l'accouchement parce que l'utérus, il peut sortir carrément. Pendant l'accouchement, il est encore très gros, il est un peu bloqué, mais on tire quand même sur les ligaments, toute la vessie, etc. Et bien sûr, c'est le risque majeur, c'est la descente d'organes. Et il faut un petit peu se méfier. C'est pas parce que il n'y a pas d'épisiotomie, pas de déchirure, que le périnée est intact. C'est pas pour ça que tout est comme avant. Donc, ma thèse sur l'incontinence, j'ai montré que l'incontinence arrivait avec une incidence de 38% au deuxième bébé. C'est-à-dire que premier,
on fait un petit peu descendre, mais on ne se rend pas toujours compte tout de suite qu'il y a eu, que l'urètre n'est pas à sa place, etc. Le deuxième risque de cette violence de la poussée, qui n'est pas pour moi dans le bon sens, c'est le diastasis. C'est-à-dire qu'on propulse l'utérus dans la fente du diastasis physiologique. Il faut bien qu'on mette quelque part cet utérus, donc les abdos vont s'écarter un peu, c'est normal, mais il ne faut pas pousser dans la fente, il faut au contraire contenir avec des abdos qui contiennent, qui remontent, qui soutiennent l'utérus. Et presque toutes les femmes mettent les mains pour soutenir leur utérus, et souvent malheureusement on leur dit non, enlevez les mains, accrochez les barres, bloquez, poussez. Oui, comme faire une ceinture finalement pour tenir et pour aider les abdominaux à encaisser le choc, c'est ça? Oui, à ne pas pousser vers le bas, à faire rajouter une pression autour de l'utérus, mais pas de haut en bas. Et si on pousse de haut en bas, les abdos, ils se détendent encore plus et ils s'écartent encore plus. C'est vraiment juste l'inverse. J'aurais envie là tout de suite, je ne sais pas, de vous faire un petit exercice. Allons-y. Allez. Un peu de respiration. Donc vous allez vous asseoir au bout de la chaise et vous penchez un petit peu en avant. Bon, même au milieu de la chaise, c'est pas grave. Vous penchez en avant. Mettre vos bras de chaque côté des oreilles, les bras levés. Voilà. Et un peu pencher en avant pour être sûr qu'il n'y a pas ni de lordose, ni de rétroversion. On est en antéversion. Voilà. Restez là, soufflez longtemps. C'est pas ouf, c'est longtemps. Soufflez, 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 soufflez. Et puis, laissez entrer l'air, laissez-vous respirer. Quand vous soufflez dans cette position, comme rien ne peut descendre, les grands droits, les grands obliques ne peuvent pas faire descendre les épaules, on voit que tout remonte, n'est-ce pas? Le ventre rentre tout seul, c'est pas rentrer le ventre, c'est pas serrer le ventre, il rentre parce que rien ne peut descendre. Et dans cette position, vous allez justement essayer, à la fin de l'expiration, de inspirer en descendant le diaphragme, en poussant vers le bas. Essayez de pousser vers le bas dans cette position. Mais ça bloque. C'est impossible. Donc, on est protégé par cette position. Et c'est ce qui se passe dans l'accouchement accroupi. On voit dans l'histoire de l'obstétrique beaucoup accroupis, suspendus. Et ça protège. On ne peut pas pousser autrement qu'en expirant. Voilà. Je pense que c'est la première fois que je ressens mon périnée monter par conséquence de la respiration. Tiré vers le haut comme tout. Alors que c'est passif. C'est passif en fait. Généralement, je l'ai senti volontairement. Et là, je sais pas si tu as senti, Pierrot, mais pour le coup, l'expiration, j'arrivais vraiment à sentir mon périnée qui venait remonter. C'est super. Ouais, c'était plus les abdos que je sentais sur l'expiration. Je sentais que ça contractait en profondeur, tu vois, transverse, les obliques. Ah ouais, mais c'est en synergie, quoi. Et c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que quand on contracte le périnée, on se comprend bien, le périnée, c'est beaucoup de muscles, mais tout le monde comprend quand on dit contracter le périnée, ça veut dire pubo-rectal, ça veut dire retenu. C'est un élévateur de l'anus, donc il élève, mais activement, par une contraction. Et ça ne peut pas durer très longtemps. Quand je me mets sur la tête, mon périnée remonte aussi, mais passivement, donc il se détend. Et donc, il ne faut pas confondre étirement et détente du périnée. Quand on pousse dessus, il s'étire. Un muscle étiré, il se défend. Ou il est foutu. Il est complètement distendu, voire déchiré. Donc, la détente, c'est pas pousser vers le bas, c'est sûr. Et peut-être pour les femmes qui nous écoutent, elles savent. Quand on éternue, ça appuie direct sur la vessie. Ça, c'est le transverse du bas. Ça contracte pas le périnée.
Si vous lui demandez pas, bon, les hommes, vous n'avez pas de problème d'incontinence urinaire vu la longueur de l'urètre. Mais chez les femmes, vessie pleine, il vaut mieux avoir un bon sphincter. Hein. Ça ne renforce pas le périnée d'éternuer, ça le détend. Éternuer, vomir. Hippocrate faisait éternuer les femmes pour les faire accoucher, avec des plumes dans le nez. Et dans la brousse, elle provoque le réflexe nauséeux. Et qu'est-ce que vous proposez pour préparer l'accouchement? Vous dites que c'est une opportunité en fait d'écouter son corps. C'est une façon de s'éduquer à son propre corps. Donc là, vous nous avez donné un exercice. Qu'est-ce que vous pourrez donner aux femmes ou aux hommes qui accompagnent les femmes à l'accouchement pour préparer tout ça? Ça va être pour moi la même chose pour l'accouchement. C'est partir des signaux que le corps de la maman envoie. Ça ne peut pas être une seule position d'accouchement pour tout le monde. C'est absurde de penser ça. Et ça dépend de la maman, sa morphologie, les côtes écartés ou pas, très cambrés ou pas, enfin, leur doser s'il faut. La position du bébé. Et puis, ça dépend de la position du bébé aussi. C'est-à-dire que d'un accouchement à l'autre, la même maman, c'est pas le même accouchement. Donc, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter ces signaux et les interpréter. En fait, c'est un peu comme ça que, par le hasard de ma vie, je crois qu'on en avait parlé lors du premier podcast, j'ai été amenée à finalement initier le yoga prénatal, qui n'existe pas dans le yoga, on ne parlait pas d'accouchement. C'est avec les copines chercher des postures par rapport à ces petits bobos de la grossesse, très normaux. Une douleur sous les côtes, un reflux, une douleur sacro-iliaque, une douleur dans l'aine, etc., dans la symphyse, les jambes qui gonflent. Bon. C'est tout ça qui change dans le corps et on va chercher les positions qui améliorent, celles qui aggravent pour les éviter, pour que le jour J, elle aille au plus vite aux meilleures positions pour elle. Quand je fais un cours prénatal, il y a celle qui peut pas rester debout quelques minutes parce qu'elle a une hypotension orthostatique. Il y a celle qui peut pas avoir la tête en bas parce qu'elle a un reflux. Il y a celle qui peut pas être sur le dos parce qu'elle a la veine cave. Celle qui peut pas être à droite, celle qui peut pas être à gauche. S'il y a 5 femmes, il y a 5 postures. Et c'est le 4 pattes qui correspond à une majorité. Je vous le dis tout de suite. Apprendre le 4 pattes. C'est une posture d'accouchement extraordinaire, mais qui culturellement, chez nous, 4 pattes, jamais de la vie. Eh ben si, c'est une très très bonne posture. Donc il faut la dédramatiser pendant les cours. Juste, Bernadette, faites attention de ne pas trop vous rapprocher de la caméra quand vous parlez. Restez, oui, parce que sinon, quand on va extraire les shorts, ça je le couperai, vous allez être en gros et on ne pourra pas... Parce que vous vous rapprochez, mais on vous entend très bien, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Restez un petit peu à distance. Comme ça. Là, c'est bon? Oui, là c'est parfait, parce que vous avez tendance à vraiment vous rapprocher du... Je marque qu'il faut couper. Coupure et 17h45. Et forcément, on parle de posture d'accouchement, ça a l'air, en podcast, c'est très peu pratique. Moi, dans mon cas de figure, bon, ça n'a pas fini tout à fait comme on voulait nous, mais on a beaucoup bossé avec votre livre, mon cours de préparation à l'accouchement. Il y a toutes les postures dedans. Je pense que ça peut être peut-être la meilleure chose à faire, c'est s'entraîner à la maison pendant cette fin de grossesse. Bon, en tout cas, quand vous avez le temps et quand vous le souhaitez, mais de travailler ces positions pour que le jour J, en fait, vous ayez déjà bossé tout ça, surtout pour le premier accouchement. De travailler ces positions avant. C'est pas le jour J qu'il faut se retrouver, se dire allez, on va faire la position sur le côté alors que vous l'avez jamais fait, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut ça se travaille. Aussi un petit peu à se servir des accessoires, entre guillemets, c'est-à-dire les ballons, les coussins, et les aides physiques, c'est-à-dire le coparent, la personne qui pourrait être là pour aider à l'accouchement. Hein. Mais c'est bien de s'entraîner avant. Effectivement, il y a ce livre-là, mais qui
qui n'est pas tout le prépartum, hein, c'est surtout l'accouchement. Celui où il y a tout, c'est bien-être et maternité. Il y a toute la grossesse, avec tous les bobos de la grossesse. Il y a l'accouchement, avec les mêmes choses, et le début du postpartum, les Oui. postpartum Et je- immédiats. Voilà. C'est celui-là, j'ai ma femme qui a bossé tout ça, hein, elle a Voilà. travaillé. Là, il y a vraiment, par rapport au sommeil, par rapport au reflux, par rapport aux douleurs, à toutes les douleurs, des propositions de posture. Et il y a les vidéos, le programme vidéo pré- et postpartum, avec une partie sur justement aussi comment intégrer, enfin comment le coparent, puisqu'aujourd'hui c'est coparent, va intervenir. Donc il faut aussi préparer entre guillemets le papa ou le coparent. Comment il va pouvoir aider au moment de l'accouchement. Et oui, je voulais rebondir là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le préparer avant le jour J. Et parce que ce que me redisait ma femme aujourd'hui, c'est que elle me disait, moi, j'avais pas de cerveau le jour J, j'étais pas, elle était dans son truc, quoi. Et puis le Et fait qu'il y en ait, heureusement, le c'est pas fait, intellectuel l'accouchement. Hein. oui, mais en fait, le fait qu'il y en ait un qui soit en dehors de de cet événement qui est, comment dire, on garde nous notre lucidité, on n'est pas dans un Oui, état second, vous voyez, on est encore un peu connecté. Et le fait qu'on ait travaillé à deux ces positions-là, ça peut être intéressant le jour J pour se dire, bon, ben là, peut-être teste sur le côté si t'es mieux, et comme ça, on aide à se positionner parce voilà. que, Beaucoup d'aide à l'étirement, à la respiration, il y a des au positions à deux aussi, bercement hein. et voilà, et au massage, le massage. Mais là, je parle à des kinés, ce n'est pas du massage de kiné de pathologie, c'est du massage familial, du massage du bas du dos, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est extrêmement efficace, et même avec une péridurale. Il faut pas arrêter le massage. Hein. Souvent on se dit, bon, tout le monde dort, le papa, la maman. Non, on peut dormir, on peut dormir. Je suis assez pour. Si on peut dormir, reposez-vous. C'est l'utérus qui travaille, hein. C'est pas vous qui travaillez directement. Donc Mais si même on pour avoir tous les accessoires, est-ce qu'il y a des accessoires, les petits ballons, etc. On pourra montrer une infographie d'une position d'accouchement allongée sur le côté, oui, même pour s'assurer qu'il y a ou pas le matériel à la maternité, et où amener son matériel. Et comme ça, vous avez tout sur place. Au final, comme ça, oui, vous avez c'est ça dans pas la mal valise parce le jour de que l'accouchement. voilà. Alors le gros ballon, en Non, non, non. principe, le Swiss Ball, ils ont un nom Oui, dans toutes les maternités. Juste pour l'anecdote, puisqu'on est sur ce terrain et sur la mobilité, les premiers ballons que j'ai amenés dans les salles d'accouchement en France, via la Belgique, parce que j'avais travaillé avec les physios belges qui étaient en salle d'accouchement et qui m'ont dit des positions, on pourrait pas voir si on peut pas faire des choses avec les ballons. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé avec les physios suisses sur l'utilisation du Swiss Ball pendant l'accouchement. Et les premières fois en France, les ballons ont été percés au bistouri. Parce que on est des gens sérieux quand même, on s'occupe de la vie et de la mort, donc on n'est pas là pour jouer au ballon. Mais maintenant, il y a des ballons partout. Mais des fois, il faut savoir s'en servir ou c'est pas la bonne taille, des petites choses comme ça. Voilà. Donc, Dans cette préparation, il y a aussi, moi je suis pas encore arrivé à cette étape, mais il y a aussi une préparation du lieu, choisir un lieu une maternité qui correspond à ce qu'on a envie de ce moment. alors, on a effectivement en France le choix. On n'est pas obligé d'aller juste à la maternité qui est dans sa rue. Il y a toutes sortes de choses. Il y a du public, il y a du privé, et il y a ce qu'on appelle des niveaux. Alors, tant qu'on peut rester dans un niveau 1 ou 2, ça veut dire que c'est des accouchements, entre guillemets, à bas risque. Et qu'on est plus dans la physiologie. Mais aujourd'hui, les niveaux 3, donc ils sont a priori à haut risque, il y a presque partout quand même des salles de naissance plus physio, plus nature, et il y a quand même des ballons partout et des tables d'accouchement qui permettent beaucoup de choses. Il faut juste savoir
manipuler la télécommande. Et c'est pour ça que dans le film Trouver sa position d'accouchement, qui est sur YouTube, je montre ça. Parce que aujourd'hui, ce film est ancien, mais rien n'a changé à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a plus la visite de la maternité. Et on arrive dans un lieu, c'est complètement l'inconnu. Hein. Et c'est important que, justement, surtout le papa, puisse monter, descendre le lit pour qu'il soit à sa hauteur, parce qu'il faut aussi protéger le dos du papa, parce que ça peut durer longtemps, un accouchement. Et si vous êtes plié en deux pendant 10 heures, eh ben, il n'y a plus de papa. Voilà. Donc, je m'attache aussi à ce que tout le monde soit bien placé pour tenir. Ça peut être très long, un accouchement. Est-ce qu'on peut montrer justement la position d'accouchement sur le côté là, on en parlait en off avant, c'est peut-être le moment. Oui, peut-être que bon, c'est un exemple, hein, parce qu'on a Bien sûr. illustré avec ballon, et ça, ce sont les films qu'on a fait avec l'Université de Lyon Anatomie 3D. C'est pas de la 3D, mais il y a des moments où il y a des illustrations 3D, mais c'est toutes les positions en fonction de la position maternelle. Donc, comment se passe la biomécanique materno-fétale. Et je montre avec un pouce coupant un bassin, et en même temps, à côté, il y a le positionnement de la femme sur la table d'accouchement. Voilà. Donc, effectivement, c'est accessible à tous. Il n'y a pas l'accouchement en gros plan. Hein. L'accouchement à la télé, c'est affreux. Hein. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit à l'image, s'il vous plaît, même pour Bernadette ? C'est une fausse maman, mais qui est très souple. Et on montre comment, effectivement, entre autres, la distance bischiatique va changer en fonction de la position des fémurs. On montre la mobilité avec, par exemple, ce ballon. Tout ce qui est ballon égale mobilité. Hein. Et là, voilà, hop, on a changé la direction du fémur et ça change complètement l'ouverture du bassin. Alors, le bassin, c'est comme... On était en rotation externe versus rotation interne après, voilà. Hein, c'est ça? Voilà. Qui a été changé. En fait, voilà. Le bassin, il y a 3 D3, et c'est un peu comme les sas dans l'aéroport ou les banques. Pour rentrer, il faut ouvrir la première porte, c'est-à-dire le haut du bassin. Il faut attendre qu'elle soit fermée pour que la deuxième s'ouvre, qui doit se fermer pour que la troisième s'ouvre. Donc, il y a des changements de direction pendant l'accouchement. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça va être, c'est la mère qui le sent, qui change brutalement sa position. Et même avec une péridurale, à minima, elle change sa position. Un exemple, souvent, les mamans disent, j'ai accouché debout. Ben non, debout, on n'accouche pas. Debout, tout est fermé. Elle n'est pas menteuse, la maman. Elle avait besoin de bouger, de déambuler. Mais au dernier moment, elle se penche en avant. Sinon, le bébé, il peut pas sortir. Voilà, donc, elle change de posture. Et elle le sent. Et le problème, c'est un peu, parce qu'on montre en même temps un peu d'anatomie 3D, sur la nutation, contre-nutation. Et on a voulu faire ces vidéos pour que ce soit des sources fiables, avec l'école de maïeutique aussi, parce que sur YouTube, sur Internet, il y a un peu de tout, et malheureusement, des choses qui sont pas justes. Et le risque, c'est qu'il y ait un jour un problème, et après, on interdit définitivement de bouger. Et ça, je voudrais vraiment éviter ça. Bernadette, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit? Parce que là, on a la vidéo à l'écran. Comme ça fait un exemple. Forcément, on ne pourra pas décrire tout ce qu'il y a dans votre livre. Il y a tellement de choses, tellement de positions différentes. Mais c'est pour voir la multitude de possibilités sur une position même, et de voir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire, en fait, sur ça. Dans cette partie-là, c'est juste avec le coussin. Là, c'est avec encore le ballon cacahuète, petit, mais on peut faire la même chose avec le coussin aussi. C'est le coussin, là. Voilà, avec le coussin. Et on voit qu'elle est toujours allongée, la femme très étirée, presque sur le ventre.
et elle pousse avec sa main contre le barreau, voilà, au moment où le bassin s'ouvre et où le bébé sort. Et les abdos, ils remontent l'utérus. C'est une expiration. Voilà, on a toutes les positions fondamentales, 4 pattes, accroupi, suspendu, gynéco aménagé. Sur 3D Université Lyon, vous tapez sur YouTube position accouchement, Bernadette de Gasquet, voilà, c'est ça. Et vous avez tout qui est décrit, c'est gratuit, en libre accès. Et après, vous avez peut-être encore plus de détails dans les livres, ce que vous disiez, mon cours de préparation à l'accouchement, là, il y a tout dedans. Encore une fois, nous, on touche rien sur la vente des livres de Bernadette. C'est pour vous donner des ressources. Oui. Vous pouvez les acheter neufs ou aussi les trouver effectivement sur YouTube. Et oui, vous pouvez les retrouver en reconditionné aussi, les livres. Beaucoup de gens aiment bien réviser, revoir, avoir à portée de la main tout le temps. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur le timing de l'accouchement? Si j'ai bien compris, en fait, c'est pas une descente verticale en une seule fois du bébé. Je grossis un peu le trait, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, tous ces 3 temps? Et oui, le bassin, les trois diaphragmes, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier accouchement, il faut quand même comprendre que c'est la première fois que le bassin va bouger comme ça. Donc, les muscles profonds du périnée, en particulier ischio-coccygiens, c'est des muscles courts, très peu élastiques, ils n'ont jamais été étirés comme ça. Donc, le premier accouchement, c'est un peu lui qui fait tout, je dirais, qui fait le passage. Mais très souvent, c'est un peu le plus long. C'est pas 100%, mais c'est très largement. Et ça peut être donc long. Il y a d'abord la phase qu'on appelle de travail, c'est-à-dire ouverture du col. Ce col, il doit rester fermé pendant 10 mois, puisque c'est 10 mois en fait, 9 mois plein, la grossesse. Et en quelques heures, il passe de fermé à ouvert à 10 cm. C'est énorme. C'est un travail, mais colossal. Je crois, le plus gros travail de la vie. Donc ça, c'est le premier temps. Comment ça se fait, ça? C'est l'utérus, les fibres de l'utérus qui se rétractent, qui se contractent, à la fois pour tirer sur le col qui ne comprend pas de fibres contractiles. Donc il y a une partie qui tracte vers le fond, vers le fond, c'est en haut, dans l'utérus. Ça tire sur le col. Et ensuite, une fois que le col est effacé, voilà, qu'il n'y a plus de col, pour continuer, il faut quelque chose qui pousse sur le col pour l'ouvrir jusqu'à 10 cm. L'image que je donne au moment, c'est la bouteille de champagne. Bon, qu'il faudrait quand même préparer parce qu'on va fêter ça. Bon. Donc, en tout cas, il faut d'abord enlever le fil de fer. Ça, c'est effacer le col. Et après, c'est la pression qui fait sauter le bouchon. Et donc, une fois que le col est effacé, s'il n'y a pas d'appui sur le col par le bébé ou le liquide, parce que le liquide amniotique descend si la poche n'est pas percée, s'il n'y a pas d'appui, ça s'arrête à 6 cm, 5 cm d'ouverture. Ça contracte, mais c'est plus efficace. Donc c'est souvent parce que le bébé n'est pas bien placé pour pousser. Il faut vraiment qu'il pousse sur le col. Et donc qu'il soit dans une posture de flexion. Donc parfois, ça avance pas. Parfois le bébé, au lieu d'être comme ça, on appelle synclite, bien droit, il est un peu comme ça. Donc si mon bassin est là, et mon bébé là, et que personne ne bouge, ça va durer longtemps. Si la femme se met à bouger son bassin, il y aura peut-être un moment où ça va être en face pour engager, on appelle ça engager le périnée dans la première des trois supérieurs, c'est-à-dire engager le bébé. Engager le bébé. La première porte. Voilà. Juste pour que les gens comprennent, c'est le bébé peut avoir la tête un peu inclinée et la maman, avec la mobilité de bassin, peut permettre un passage un peu plus facile.
C'est-à-dire qu'on va se mettre en face, quoi, pour pouvoir rentrer. Mmh. Et pendant le travail, il faut absolument éviter la lordose. Parce que dans la lordose, l'utérus, il part vers l'avant. Il déborde du bassin, et il part en avant. Et il tire sur les utérosacrés qui s'accrochent sur le sacrum et qui finalement rétrécissent la première porte. Donc la première chose absolument à faire, c'est de délordoser. Mais c'est pas par une rétroversion, c'est par une C'est un flexion de crunch hanche. là, Bernadette, la Non, rétroversion. justement pas. C'est par une flexion de hanche. Donc il faut, aucune femme n'accouche les jambes allongées. Hein. Voilà, c'est fermé, que ce soit debout ou couché. Il faut une flexion de hanche supérieure à 90 degrés d'un côté, au moins d'un côté. Et ça, c'est malheureusement le problème des étriers sur l'étape d'accouchement qui ne permettent pratiquement jamais d'avoir 90 degrés. Voilà. Donc on montre dans ces vidéos comment on utilise l'arceau, comment on aménage la table pour que on ait la bonne position. Et donc la maman bouge en fonction des étapes de l'accouchement. Parce que alors pendant ce qu'on appelle le travail, effectivement, on bouge ou pas. C'est-à-dire que c'est l'utérus qui travaille. Hein. Il y a des femmes qui font une partie de leur travail en dormant, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut bouger. Hein. Sauf que certaines femmes ne peuvent pas bouger. C'est tellement violent, c'est tellement rapide entre deux contractions, il n'y a pas de temps. C'est tellement un appui trop fort en bas. Ça dépend de la position de l'utérus. Il y a des utérus qui sont déjà très bas. Pas seulement le bébé, l'utérus. Celles-là, elles ne marchent pas. C'est insupportable. Elles se couchent, elles sont sur le côté, elles sont à l'économie, elles font que l'utérus ne descend pas. C'est elles qui sentent tout ça. Dans les couloirs de la maternité, il y a celles qui sont penchées en avant, tenant leur ventre à chaque contraction. Et il y a celles qui sont en hyperextension en arrière, les poings sur les sacroiliacs. Tout ça veut dire quelque chose en fonction de la position du bébé. Mais comme on ne sait pas toujours, vu de l'extérieur, c'est pas toujours facile de savoir. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi on donne un ballon, elle saute dessus au lieu de rouler dessus? Elle saute dessus, certaines. C'est un bébé qui est mal parti, il n'est pas fléchi, il est comme ça. Donc il faut arriver à lui. Alors, faire refaire le créneau. Donc il faut remonter. Donc la gravité, elle n'est pas toujours positive. Elle fait descendre l'utérus avec le bébé dedans, pas le bébé. Si la gravité faisait descendre le bébé, ils seraient tous dehors, dans la grossesse. Quelles sont les positions que vous conseillez finalement parce qu'on voit la position d'accouchement classique, on a compris que ça allait bloquer le bassin. C'est la pire. Ouais, c'est la pire. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est la pire et qu'est-ce que vous conseillez? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est la plus pratique pour l'équipe. C'est la plus pratique pour l'équipe. Alors, oui, mais je veux quand même mettre un bémol là-dessus. C'est-à-dire que. J'ai pas dit que c'était la meilleure, hein. Qu'on me prenne pas dans les commentaires. Je vois tout le monde arriver. On incrimine souvent l'accoucheur au sens large, au sens générique, hein, pour le confort de l'accoucheur. Ça doit exister, bien sûr, mais c'est quand même pas, surtout en France où les accouchements physio, c'est les sages-femmes qui les font, voilà, et c'est souvent des femmes et des sages-femmes, et elles sont pas pressées d'aller faire leur golf. Il paraît que tous les gynécos font du golf. Moi, j'en connais aucun, mais bon, voilà, c'est ce qu'on nous raconte. Mais c'est simplement que on a appris l'obstétrique dans une seule position. Et tous les réflexes conditionnés pour faire sortir cet enfant se font à partir d'une position fixe où rien ne bouge. La femme ne bouge pas, le bassin ne peut pas bouger et l'opérateur ne bouge pas. Et c'est le bébé qui doit tout faire.
Et on a appris s'il arrive à droite, s'il arrive à gauche, s'il est antérieur, postérieur, fléchi, pas fléchi, comment il faut faire les mouvements, tout ça, comment on tire, comment on tourne. Ok. On a appris ça dans le cadre d'une situation quand même qui peut être vitale. Et si tout d'un coup la femme est à quatre pattes, tous les repères sont à l'envers. Et on n'a pas appris aux obstétriciens, aux sages-femmes à faire l'accouchement dans d'autres positions. Et c'est le but de ces vidéos avec l'école de maïeutique de Lyon, pour pédagogique aussi, pour les sages-femmes aussi et les obstétriciens. Comment se repérer pour prendre la position que la femme choisit, qui est en général la meilleure pour elle et pour son bébé. Mais c'est quand même pas le moment d'improviser dans quel sens je dois tourner. Et si on l'a jamais fait, et c'est sûr qu'on préfère faire ce qu'on sait faire. C'est pas que de la violence obstétricale, c'est pas que de la méchanceté de la part des sages-femmes. Il faut un petit peu relativiser ça. Mais on n'a pas appris l'obstétrique, c'est une seule position. Et c'est le bébé qui fait tout. Alors maintenant, il y a des gens qui veulent à tout prix faire tourner les bébés. Ça se vend très bien. Faire tourner les bébés. Moi, je suis pas d'accord. Si c'est pour les amener dans la pire des positions, qui va créer beaucoup de problèmes pour le bébé, je préfère, entre guillemets, faire tourner la mère. Et que le bébé, lui, reste dans la meilleure position possible pour lui, pour sa sortie. Parce que là, si vous regardez cet extrait, tout ce qu'il doit faire, c'est fou, quoi. On le fait passer par des chicanes dans tous les sens, quoi. Quand vous dites en fait, la faire flexion de hanche, on voit bien que cette flexion n'est pas du là, tout. elle n'est pas. Elle est pas non, bonne. non. Voilà. Et faire tourner le bébé, ça, qu'est-ce que vous entendez par ça? Il y a des méthodes de préparation à l'accouchement qui disent votre bébé, s'il a son dos en arrière, il faut qu'il mette son dos en avant. Si c'est un siège, il faut absolument qu'il ait la tête en bas. Et donc, on va prendre des postures pour faire tourner tous les bébés pour qu'ils arrivent tous comme le bébé idéal, tête en bas, dos à gauche, antérieur. Voilà, ça c'est le bébé idéal. Mais vous voyez ce que ça lui fait faire. Tourner, retourner, passer la tête, une épaule, l'autre épaule. C'est hyper compliqué. Et la transmission des forces n'est pas bonne. Donc, laisser la femme à quatre pattes, ça ira beaucoup mieux pour un bébé qui a son dos contre le dos de la maman. Il va tomber. Donc, lui, il va bénéficier de la gravité. Oui. Mais si la femme est sur le dos, le bébé il doit remonter. Il y a tout qui descend et le bébé qui remonte. C'est un peu bizarre. Pardon, oui. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur les 3 D3 du bassin, puisque ça revient à séquencer finalement le moment de l'accouchement en 3 phases. Interrompez-moi si je me trompe, mais en fonction des 3 D3, il peut y avoir donc ces 3 passages dans le bassin de la femme, du coup 3 positions différentes. D'où le fait que la femme soit mobile pour aider le bébé à passer dans ces 3D3. Tout à fait. Alors, il y a 4 étapes, en fait. Le travail, c'est l'ouverture du col. Le bébé, il n'est pas dans le bassin, il est dans l'utérus. Il est encore tout au-dessus. Une fois que le col est ouvert et que le bébé peut sortir de l'utérus, c'est là qu'il rentre dans le bassin. Et c'est à partir de là qu'il y a 3 étapes. Et comme dit Madame Laloz-Paul, c'est le voyage le plus court de la vie et le plus dangereux. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va voir, le D3 qu'on appelle supérieur, c'est vraiment le promontoire et l'entrée dans le bassin. Donc là, il faut mettre le bébé dans le bon axe et il faut, par un appui sacré, faire une contre-nutation sacrée, c'est-à-dire recul du promontoire pour agrandir ses diamètres. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que cette partie-là,
c'est une longueur, c'est de l'os, tout ça, donc ça peut pas changer. La même chose de l'autre côté. Oui, il n'y a que Et, les sacroiliacs qui peuvent bouger en fait. Il n'y a et que le ici, sacrum. voilà, il y a une distance qui peut pas changer. Donc, la seule chose, c'est mobilisation, effectivement, en contre-nutation. Enfin, je sais pas si on arrive Du à coup, voir. c'est de la rétroversion pour ceux C'est qui. non, c'est pas de la Oh, rétroversion. C'est de la Surtout pas. rétroversion lombaire qui amène Voilà. aussi le sacrum en C'est contre-nutation. de la contre-nutation sacrée, c'est-à-dire qu'on fait reculer le promontoire. Et ça ne se fait pas par les grands droits, surtout pas. Donc c'est pas une rétroversion. Ça c'est se quoi, c'est une fait palpation? Il y a quelqu'un qui vient appuyer sur la partie distale du sacrum ou non? proximal. C'est au niveau sacro-lombaire. Hein. Il faut appuyer sur le haut du sacrum, en fait, pour ramener le coccyx vers l'avant. Vers le bas, Et sur recule. le bas du sacrum. Oui, Non. c'est la partie distale du sacrum qu'on antériorise et qu'on postériorise. Où est-ce qu'il faut appuyer, promontoire. Bernadette? Montrez-nous. Ouais. Il faut appuyer sur là, au niveau des sacro-iliaques, en fait, Du pour coup, que ça on fasse bouger. antériorise le sacrum alors. On ramène le coccyx. On s'en fiche, la dernière porte, elle est fermée, mais c'est normal, il est en train de passer la première porte. Ok. Bon, globalement, L'appui on sacré, appuie sur le sacrum. oui, mais pas sur le coccyx, hein, près Oui. des lombaires, d'accord. Ok. Et ça bouge beaucoup à ce moment-là, avec Et les ça, ombres. c'est le rôle du papa, c'est le rôle de la sage-femme, c'est la Voilà, maman, c'est qui le rôle peut. de celui qui est là. La sage-femme, elle n'est pas là tout le temps, hein, mais Mm. c'est un massage qu'on apprend avant et qui fait du bien, énormément de bien, pas du dos pendant toute la grossesse et même après. Sauf au moment où, justement, il a franchi cette porte, il arrive au niveau des épines sciatiques, qui est la deuxième porte, et là, elle veut plus du tout qu'on ferme cette porte-là. On va fermer au-dessus. Donc, on va avoir ce mouvement de nutation sacrée, hein, qui ramène le promontoire en avant. Et alors, c'est pas très poétique ce que je vais dire, mais c'est efficace. Si on était un animal avec une queue, c'est lever la queue. Voilà. C'est ça qui ouvre le passage au niveau du détroit moyen. Et puis, après, il y a juste la sortie. Et la sortie, il faudrait pas qu'elle aille vers l'avant, parce que le périnée, il s'ouvre plutôt sur le transverse du périnée. Voilà. Plus en travers que si on vient vers l'avant, étirer, allonger la distance anovulvaire, on n'est que sur de la peau et là, ça peut être très long parce que ça se détend pas, la peau, hein, et ça peut déchirer effectivement ou nécessiter qu'on aide. Alors que si c'est latéral, c'est fait c'est s'ouvrir en latéral. Et quels sont les signaux pour savoir que je suis dans la première, la deuxième ou la troisième étape? C'est uniquement intuitif à partir de la maman ou il y a d'autres C'est signaux? beaucoup les sensations, hein, la maman. Donc, elle va adorer qu'on appuie comme ça sur le sacrum, qu'on fasse un petit travail en appui avec les myocénores dans les fossettes, hein, sacrées, là. Ça, c'est un bébé qui est pas engagé. Une fois qu'il rentre dans le bassin, comme l'utérus est un peu, il s'est vidé d'un coup, la tête par exemple, c'est très gros, ça sort de l'utérus. L'utérus va être trop grand, donc il va y avoir un temps de rétraction de l'utérus, pendant lequel il y a moins de contraction, mais plus longue. Donc tout d'un coup, c'est la panne de contraction. Là, ça veut dire que le bébé est rentré dans le bassin. C'est physiologique, cette panne. Il faut un peu de repos pour la mère et l'enfant. Il faut que l'utérus se rétracte pour venir pousser. Et puis, tout d'un coup, quand il arrive plus bas, elle supporte plus du tout qu'on fasse ces massages. Elle veut l'inverse. Elle veut vraiment
ouvrir, écarter les ischions. Elle vient attraper elle-même l'ischion pour écarter. Ou ce que vous avez vu sur la vidéo, on appuie pour ouvrir latéralement en bas. Mmh. Et quand le bébé est vraiment en bas, est aux épines, la femme change brutalement. Quand je dis brutalement, c'est rapidement de position. Si elle est debout, elle se penche en avant. Si elle est sur le côté, elle change la rotation des fémurs. Si elle est à quatre pattes, elle plonge, fesses en l'air, tête en bas, par exemple. Voilà. Et sinon, elle se suspend. Elle change sa posture. On sait que le bébé est en train de franchir les épines. Alors maintenant, en obstétrique, on fait de moins en moins de touchés vaginaux. Plus mal. On en faisait trop. Mais ça peut aider quand même à se repérer dans son périnée, les touchés vaginaux, malgré tout, pendant la grossesse. Et en tout cas, maintenant, on va utiliser beaucoup plus des signaux extérieurs qu'envoie la femme pour se dire on en est là, on en est là, on en est là, dans l'accouchement physiologique. C'est très clair. Donc finalement, les trois clés pour l'accouchement, c'est la contre-nutation du bassin avec une aide extérieure pour qu'on vienne ouvrir ce premier des trois, c'est ça? Oui, c'est pas obligé l'aide extérieure, hein, mais c'est sûr que c'est En tout cas, de ne pas être lourdosé, on est d'accord. ça, c'est sûr. Pas Et avoir le creux lombaire, mais plutôt d'avoir les lombaires au oui, moins en neutre. Et en Attention. fléchi. agrandir voilà, entre le promontoire et le pubis. Hein. Il faut agrandir cet espace. Et donc, comme Et, Vincent dit, hanche fléchie dans un premier temps. voilà. Alors, hanche fléchie, par le psoas, il n'y a plus de lordose. Mais c'est pas rétracté au niveau des grands droits. Donc, on peut rester comme ça des heures. C'est pas une contraction. C'est une flexion de hanche. Et après, c'est ce massage vraiment... c'est extraordinaire. Beaucoup de femmes ont très très mal au dos pendant l'accouchement et c'est insupportable. Les contractions utérines, c'est du muscle qui se contracte et qui se détend. C'est comme une crampe. Si on est bien détendu, que l'utérus peut se détendre entre deux contractions, c'est même planant parce que ça vient de se contracter, de faire mal. Pour moi, je préfère que les femmes aient que des bonnes surprises. Je dis, a priori, ça fait mal. Mais ça s'arrête. C'est tellement extraordinaire quand ça s'arrête, ce contraste, que c'est planant. Et il faut allonger ce temps de détente. Voilà. Pour que cet utérus se détende et du coup soit efficace. Un muscle, une crampe, ça fait plus rien. On peut plus rien faire. On peut plus contracter son muscle. Je pense que c'est le moment, Bernadette, de parler du réflexe expulsif. Parce que là, on a eu les étapes. Mais faire le parallèle avec le réflexe et les poussées qui sont mal guidées, s'il vous plaît. Alors, on a ce schéma un peu qui est faux, que comme ça sort par en bas, il faut pousser vers le bas, comme pour aller à la selle. Et on pousse, dès qu'on descend le diaphragme, on pousse tout vers le bas. Et plus ça va résister dans le périnée, plus on va pousser. Et plus ça va être long, et plus on va abîmer les structures ligamentaires et faciales. Et ça se récupère beaucoup moins facilement que la musculature périnéale. Si elle est déchirée, on recoue, bon, c'est pas drôle, mais des muscles on récupère. Des ligaments des fascias, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faudrait éviter ces poussées longues vers le bas. Et il y a quelque chose qui est prévu par la nature, c'est effectivement ce réflexe qui est le même que la défécation. Quand les épines sciatiques s'écartent brutalement, mais plus c'est tout doucement, et moins il y a de réflexe, c'est un réflexe myotactique. Et ce réflexe myotactique, il s'exerce sur le transverse du périnée, dont on ne parle jamais. Et c'est lui qui il est très rigide, il y a le noyau fibreux central au milieu, il est très peu élastique, son rôle n'est pas de bouger, mais de stabiliser le bassin. Donc quand on va écarteler directement ça, il va réagir par une contraction. Et cette contraction du transverse du périnée va rapprocher les épines, mais écarter
va rapprocher les épines sciatiques, là, mais du coup va écarter les épines iliaques. Et ici, il y a un autre transverse qui est le transverse abdominal inférieur, ou la ponévrose commune. On ne va pas rediscuter là-dessus, mais pour moi, c'est un transverse très puissant qui est d'un seul morceau, comme le transverse du périnée. C'est pas pair, en fait, c'est un seul. Et ce transverse de l'abdomen va être mis en tension par l'écartement des iliaques. C'est un hamac alors. Non, c'est pas un hamac. C'est tendu entre les deux iliaques au-dessus du pubis. Hein. C'est cette partie-là du transverse, là, jusqu'aux iliaques. Toute cette partie-là. Okay. Donc, ça va réagir comme ça. Et ça écarte là. Donc, c'est d'abord, ça serre en bas, puis en haut. Voilà. Et ça, c'est le mouvement des iliaques par rapport au sacrum. Or, en général, on confond les mouvements des iliaques par rapport au sacrum, c'est-à-dire nutation contre nutation, avec antéversion, rétroversion, qui n'a rien à voir. C'est bassin versus colonne. Et ça ne change pas les dimensions du bassin. Alors, on a repris dans les vidéos de Lyon, et surtout si vous allez voir la vidéo nutation contre nutation, qui est une 3D, celle-là, qui est de 2012, nutation contre nutation, qui est faite sur les dessins de Kapanji, sur la nutation contre nutation. Et c'est Kapanji qui a dessiné pour moi tous ces mouvements en fonction de la rotation des fémurs, justement, ou d'un mouvement du bassin, qui est une direction d'antéversion, ou de rétro, une direction, mais pas, voilà, c'est extrêmement bien fait, et c'est d'après les dessins de Kapanji. Si vous allez, vous avancez, voilà. Sur la vidéo du podcast, vous pouvez voir que je vous montre l'anatomie 3D faite par l'Université de Lyon, dont parle Bernadette. Vous avez tous les mouvements iliaques par rapport au sacrum. Avancez, vous allez voir. Plutôt sacrum par rapport à l'iliaque, pardon. Tout dépend du point fixe. Voilà. Et donc, à la fin, vous avez l'accouchement. Vous voyez ce mouvement de lever la queue, c'est-à-dire ouvrir en bas. Alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, là. Tac, je vais le remontrer. Donc là, il y a les ouvertures de bassin dont parlait Bernadette, là, ici. Oui, tout à fait. Donc, quand on appuie sur le haut et le milieu du sacrum parce qu'on n'appuie pas sur le coccyx. Voilà. Et quand vous parlez du haut, c'est pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure, vous parliez d'ici. Mais pour moi, je vous parlais du bas, c'est la base sacrée. Pour moi, on appuyait plutôt là pour faire reculer la base. Reculer on appuie près des sacroiliaques et pas sur le coccyx. Quoi, hein, voilà. Mais, si vous avancez, vous allez voir en fonction de la rotation des fémurs. C'est des dessins que Kapanji a fait pour moi dès les années 2010. Bernadette, je suis désolé, mais je reviens sur le réflexe expulsif. C'est que là, on parle de mobilité du bassin, mais le réflexe expulsif, c'est des contractions que la maman expérimente pendant l'accouchement ou pas du tout? Alors, le réflexe expulsif va se traduire par envie de pousser. On dit envie, c'est un besoin incoercible. Mais le problème, c'est que, on dit envie de vomir. Franchement, personne n'a envie de vomir, mais ça s'appelle pareil. Hein. Et en réalité, c'est ce réflexe. Excusez-moi, j'ai perdu.
cette envie de pousser, dans l'histoire de l'obstétrique, on n'explique pas le réflexe expulsif. Je ne l'ai trouvé dans aucun livre d'obstétrique. On dit certaines femmes ont une envie incoercible de pousser. C'est ce qu'on appelle le réflexe expulsif. Et puis c'est fini. Certaines femmes, bon, les grandes, les petites, les rousses, les brunes, on ne sait pas quoi. Il y en a qui disent ça n'existe pas, la péri ne peut, c'est pas vrai. Et beaucoup de femmes ont envie de pousser trop tôt. Ça, c'est bizarre, ça existe. Et parce que c'est souvent un bébé qui a son dos contre le dos de la maman, et quand il rentre dans le bassin, son occiput pousse le sacrum beaucoup trop tôt. Il n'est pas encore en bas. C'est-à-dire qu'il veut ouvrir la deuxième porte avant d'avoir fermé la première. Donc, j'ai écrit le réflexe expulsif à partir de ces deux transverses, du périnée et des transverses abdominales inférieures, qui n'a rien à voir avec le transverse anatomique, qui est un muscle du dos. Là, c'est dans le bassin. Les deux sont dans le bassin. Et je vous avais entendu sur un autre podcast, Bernadette, dire que si on poussait trop tôt, on allait annihiler en fait le réflexe. Si on nous demande de pousser trop tôt, bah, finalement on laisse pas la place au réflexe de prendre sa place, et donc on l'utilise plus, et on stoppe en fait ce réflexe expulsif. Oui, souvent on fait pousser trop tôt. Alors, d'une part, on dérègle un peu le système réflexe. C'est comme si vous voulez vous endormir tôt. Je suis désolée, j'ai des drôles d'oreilles, ça tient pas. Si vous voulez vous endormir tôt ce soir parce que demain vous devez vous lever tôt, ça marche pas. Si on se couche pas au bon moment, ça marche pas. Donc il y a des choses. Aller à la selle, c'est quand les selles sont en bas. C'est pas quand elles sont en train de descendre. Voilà. Et donc il y a un moment où ça déclenche. C'est le passage des épines. Et souvent on me dit, la poussée en expiration, ça marche pas. Mais évidemment, si on expire correctement, c'est-à-dire en remontant le diaphragme trop tôt, on remonte l'utérus et le bébé avec. Il n'est pas fixé. Il remonte avec l'utérus. On dit, madame, ça marche pas. Faut pousser vers le bas. Alors on voit le bébé qui avance. Mais l'utérus aussi, c'est ça le problème. Et il y a un moment, normalement, si on peut attendre. Alors, toujours faire des réserves, l'accouchement, il peut y avoir des urgences. On est obligé de le sortir, ce bébé, tant pis pour les dégâts que ça fait. Mais si on peut attendre, il faudrait faire en sorte qu'il puisse écarter les épines. Donc il faut peut-être changer de position pour que ça puisse se passer mieux, mais il ne faut pas passer en rotation interne tout de suite. Et souvent, je vois beaucoup d'erreurs parce qu'on a retenu une recette magique, il faut serrer les genoux pour accoucher, mais ça n'a pas de sens. Ça va se faire tout seul au bon moment, mais si on le fait avant, ça n'a pas de sens. Et comme les gens aiment bien les recettes, et ben voilà, sur YouTube, on voit plein de trucs qui sont faux. Donc il y a un moment précis et la femme pratiquement le fait toute seule. Je suis désolée, c'est très pipi caca, mais si vous avez une bonne gastro et qu'il faut arriver aux toilettes, vous partez pas en antéversion du bassin. Vous allez serrer les fesses et mettre tout en rotation externe. C'est automatique. Et si c'est la vessie qui déborde, c'est l'inverse. Donc, même si on ne sait pas ce que c'est que le périnée, et la femme, elle raisonne plus là, mais ça se fait un peu spontanément. Alors, la péridurale n'empêche pas le réflexe. C'est comme si on disait, la péridurale va empêcher le transit, va empêcher... Non, mais elle va empêcher de chercher une position de réponse à ces sensations. Et du coup, on va rester dans la pire des positions qui n'en finit pas et on va dire, bon, maintenant il faut pousser, etc. Mais c'est pas... Le réflexe expulsif existe même dans le coma, même sous-âgé, même chez les tétraplégiques. Donc c'est pas la péridurale qui va l'empêcher.
Mais on peut vomir dans le coma, sous-âgé, et les tétras peuvent vomir. Et il vaut mieux être sur le côté que sur le dos dans ce cas-là. Et dans cette poussée, est-ce que vous pouvez nous parler du souffle et comment utiliser ce souffle pour avoir une bonne poussée? Alors, la poussée réflexe, c'est une expiration, parce qu'il faut que les abdos se serrent, que le diaphragme remonte pour remonter l'utérus. Quand le bébé ne peut plus remonter, démouler, et aussi pour détendre le périnée. Tout ça, c'est prévu. C'est bon. Et donc, c'est une expiration, mais c'est pas une expiration de l'autre ouverte. Il n'y a aucune femme au monde qui a accouché comme ça. Ou elle crie, mais c'est un cri très particulier. Un cri, c'est un freinage, c'est un expire freiné dans la glotte. Quand on entend ça, on sait que on est dans les couloirs, il faut y aller là. Elle est en train d'accoucher. C'est pas, mais c'est pas non plus bloqué, poussé. C'est un expire freiné. Donc, ça veut dire un placement en particulier, un placement au niveau de la glotte. Et c'est un peu, je suis désolée, c'est toujours un peu le vomissement. On vomit pas la tête dans tous les sens comme ça. Il y a toute une gestuelle, tout ce qui permet d'aligner en fait dans tout le corps. Quand on lève la tête et on tire sur les barres, c'est juste l'inverse. Ok. Et c'est très compliqué parce que quand on confond étirement et détente, par exemple, pour préparer le périnée, il faut pas l'étirer. C'est un étirement. Il devrait répondre par une contraction. Repousser. En dessous, mettre une contre-pression. Ça aide le périnée à se détendre. Et les femmes le font toutes seules. Elles mettent les mains sur le périnée. Bernadette, s'il y a une femme qui nous écoute, pour vous, les 3-4 clés à retenir pour faire une poussée efficace, ce serait quoi selon Être vous? étiré, parce que si on a une posture pliée en deux, lordosée ou en rétroversion, le diaphragme ne peut pas bouger. Il faut que le diaphragme puisse remonter. Donc c'est une poussée expiratoire. Et donc il D'où le faut fait de pousser sur les barres avec les par mains, c'est exemple, ça? voilà, sur D'avoir un appui au-dessus, un quoi. appui, pousser vers le haut et expirer, mais il faut le faire au moment où le bébé ne remonte pas. Donc il faut essayer de bouger jusqu'à ce qu'il arrive là, mais pas pousser. Je dis il faut essayer parce que il y a des urgences parfois. Hein. Là, il faut. Enfin, c'est autre chose. Hein. Quand il y a une pathologie de l'accouchement, c'est autre chose. Je vous parle de physio. Mais est-ce qu'on n'intellectualise pas trop parce que nous, on essaie de comprendre. Nous, on est des hommes, Bernadette, on est perdus dans tout ça. On essaie d'être un peu moins perdus, mais C'est pour ça que je parle de pipi caca. Hein. Ça concerne tout le monde. ouais, Tout le monde peut s'y retrouver. mais est-ce qu'on n'intellectualise pas trop parce que l'idée, c'est aussi de se dire, mais les femmes, elles savent faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inscrit dans leur génome un peu tout ça. Depuis la nuit des temps, les On femmes accouchent. devrait savoir aller à la selle correctement, mais Oui, c'est juste c'est qu'on pas s'est mis sûr. des toilettes qui étaient trop hautes, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que, oui, il y a un instinct, mais il a été très dénaturé. Et c'est pas simple, quoi, du coup. Et certaines vont trouver instinctivement tout de suite très bien, d'autres pas. Et celles-là, il faut les aider un petit peu par les postures, voilà. Et donc dans cette réflexion un peu du monde moderne qui modifie cette phase de l'accouchement, quel est votre avis sur le perçage de la poche des os? Est-ce que ça pose pas un problème sur le déclenchement de toute cette symphonie de l'accouchement qui doit être naturelle? Vous voyez ce que je veux Oui, dire? mais la nature, elle est
bien faite, mais pas parfaite. Donc, de temps en temps, il y a des loupés. C'est-à-dire que parfois, la poche des os, c'est un matelas d'eau, et on ne sait pas pourquoi, des membranes sont assez résistantes. Parfois, il y en a deux couches de membranes, on ne sait pas pourquoi. Et le petit veut bien descendre, mais il bute sur un matelas d'eau. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et quand ça se perce pas tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et quand ça se perce, pouf, le bébé il descend d'un coup parce qu'il voulait descendre, mais il pouvait pas. Donc, ça devrait pas être un geste systématique, parce que tant qu'il y a du liquide, le liquide descend et appuie sur le col, même si le bébé n'est pas encore tout à fait descendu. Et puis, c'est moins sec, c'est moins dur, c'est un accouchement plus doux pour le bébé. Mais parfois, il faut, ça aide de rompre la poche des os. Donc, c'est pas 100%, mais on le fait de moins en moins. Hein. Tout ça, on est de moins en moins interventionniste dans les maternités françaises, en tout cas. Françaises, hein, je dis bien, parce qu'il faut voir ailleurs. Ok, donc est-ce que dans le projet, par exemple, dans le projet d'accouchement, est-ce que c'est quelque chose qui est sain de marquer? Là, on parle de ce moment-là. Est-ce que c'est logique de demander à ce que la poche des os ne soit pas percée de manière systématique? Dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant de le faire? C'est tout le problème un peu des projets de naissance ou des plans de naissance. Pour moi, c'est un outil de dialogue. Hein. Ça devrait être un contrat de confiance et pas un procès d'intention. Et souvent, c'est un procès d'intention parce que en France, encore une fois, et dans le public, hein, l'accouchement public qui ne coûte rien, etc., on ne perce pas systématiquement la poche des os. Ça n'existe plus, systématique. Ça, on le fait, la sage-femme le fait éventuellement parce qu'elle estime qu'il y a une raison. C'est pas, ça lui rapporte rien, etc. Enfin, je veux dire, elle accouchera pas forcément, elle accouchera sans doute un peu plus vite, la femme, mais c'est pas pour que la sage-femme aille faire du golf, c'est qu'elle est là sur toute sa garde. Hein. Bon. Donc, il faut un peu arrêter d'être parano, de voir en face les praticiens comme des ennemis. Il faut discuter en disant, c'est un peu parfois le projet de naissance de temps en temps, c'est dire ah oui, j'aimerais mieux être jeune, heureux que pauvre, riche, jeune, heureux que pauvre, vieux et malade. Hein. Bon. Évidemment, tout le monde aimerait accoucher relativement vite, mais pas trop, sans trop de douleur, mais en sentant ce qui se passe. C'est pas la peine de le dire, on le sait. Oui, donc en gros, c'est pas la peine de marquer sur le projet pas de perçage de la poche des os. Non, parce que c'est quelque chose qui va peut-être irriter en face des gens qui ne le font pas depuis très longtemps. Enfin voilà. Mais on peut dialoguer en disant bon, est-ce que et théoriquement, on sait quand même, surtout en province, parce qu'on se côtoie plus au quotidien hein, qu'à Paris. On sait que dans telle maternité, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de césariennes, mais il y a beaucoup de déclenchements, que tel médecin, il fait plus de forceps que ça se sait. Donc, on peut se renseigner hein, sur les pratiques. On peut demander, bon, est-ce que chez vous, on perce souvent la poche des os? On peut le demander. Mais dire, je veux pas, alors que ça ne se fait pas, ou alors que c'est quelque chose qui va être fait parce que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un peu irritant aussi. D'accord. Non, mais je parlais du perçage précoce, Bernadette. Bon, ça, c'est pour déclencher éventuellement. On peut essayer un déclenchement comme ça. Mais pourquoi on déclenche? Peut-être parce que le bébé, là, est en danger. Hein, oui, il faut faire confiance à l'équipe après médicale, hein, de toute façon. Ben voilà, donc si on commence on est dans la pathologie, ben là, forcément, c'est plus tout à fait naturel. Hein, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut parler un peu des signaux d'urgence, pathologie de l'accouchement? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir pour se préparer à tout ça?
Bon, c'est assez classique, là. Bien sûr que le bébé bouge plus, bon, on va voir. Bien sûr qu'on perd du sang. Ça, il faut pas traîner. Les signes de prééclampsie, bien sûr, hein, les œdèmes brutaux, les chauds, rouges, enfin bon. Vous pouvez définir la La tension. prééclampsie pour les auditeurs? Alors, ça veut dire, c'est avant ce qu'on appelle l'éclampsie, qui est quelque chose de très grave. Et c'est tout un problème de vascularisation. Bon, je préfère quand même que vous alliez le voir de façon plus explicite parce que c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on regarde toujours la tension pendant la grossesse, hein, et les œdèmes et l'albumine, etc. Parce que à ce moment-là, il faut sortir le bébé d'urgence. C'est l'hypertension de la femme enceinte. Oui, bien sûr. Ok. Donc tout ça, c'est un peu balisé pendant la grossesse. On le dit au moment, ce qu'il faut surveiller. Pour l'accouchement, signe d'urgence, c'est quand que peut-être il faut partir à la maternité, disons. L'urgence, mais voilà. Si on a perdu les os, c'est quand même bien d'aller vérifier à la maternité. L'œuf est ouvert, il y a des risques. C'est pas l'ambulance, c'est pas l'urgence extrême, mais il faut aller à la maternité. Et si on a la sensation que on a très envie d'aller à la selle, une fois, 2 fois, 3 fois, puis il n'y a plus rien, mais on a l'impression à chaque contraction que il faut vite vider le rectum, c'est un bébé qui est bas et qui appuie en arrière. C'est bon signe, ça. Donc en général, on peut partir à la maternité. Voilà. Après, l'urgence pendant l'accouchement, c'est des signes qui seront vus par plutôt médicalement. L'équipe, ouais. C'est le cœur du bébé, son rythme, etc. Parce qu'on ne peut pas savoir, il peut y avoir un cordon qui se fait des nœuds dans le cordon, un cordon court, voilà. Et pendant l'accouchement, on a des signaux du bébé qui va pas bien. Mais même quand on sent que le bébé avait l'habitude de bouger et d'être mobile et qu'on sent que c'est différent d'habitude, c'est sûr qu'il faut s'en inquiéter aussi. Oui, un bébé qui bouge plus, c'est sûr qu'il faut aller voir. Et on n'a pas trop parlé de la péridurale, Bernadette. Votre vision de tout ça, comment se positionner entre l'hyper-intervention humaine, mais aussi quelque part le confort pour la femme, parce que moi, je suis d'une génération, je trouve que c'est intéressant. Quand j'ai eu mes 2 premiers enfants, ça n'existait pas, la péridurale. On ne se posait pas la question. Et ça a été un peu une victoire quand même des femmes de dire, mais il y a un truc qui existe, pourquoi on n'en bénéficie pas quand on souffre? C'était tout le monde avait droit pour pas souffrir, sauf la femme qui accouche. Et il y en a pour qui c'était quand même un cauchemar. Il y a des accouchements cauchemardesques, ça existe, très très violents, très très longs. Bon, donc voilà, c'est devenu, oui, on a droit de pas souffrir. Bon, ok, toute une période. Et puis, il n'y avait pas assez d'anesthésistes, donc c'était compliqué. Il fallait décider à l'avance, ils étaient pour tout l'hôpital, donc il y avait des urgences avant, donc madame, c'est maintenant ou jamais, voilà. Puis après, on a fait des anesthésistes dédiés à la maternité. Donc, il fallait qu'ils travaillent, ces gens-là. Donc, quelque part, ils étaient un peu à promouvoir en avance la péridurale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anesthésistes, il n'y a plus de produits, et la péridurale redevient le diable. Et ça devient vraiment être une bonne mère que de souffrir. Bon, donc tout ça pour dire qu'on évolue, hein. La médecine évolue, la société évolue. Bon, là-dedans, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais la péridurale est une invention géniale en cas de césarienne, quand même. Et quand on en a besoin, c'est un bon outil. Mais souvent, quand les femmes prennent la péridurale comme un échec, elles font plus rien, elles bougent plus, elles font plus de massage.
il faut continuer. Ce qui aidait la maman avant la péridurale, posture antalgique, massage, il faut continuer. Et surtout pas prendre la pire des postures, demi-assise, appuyée en arrière, parce que ça bloque tout. Bernadette, est-ce que vous pouvez nous partager vos accouchements qui ont été aussi un point de bascule pour personnellement, mais aussi dans votre carrière et je suppose que une naissance est aussi un point de bascule dans la vie de la femme, du couple et dans la vie de famille. Si vous pouvez nous Oui, faire un petit point je sur vais ça. essayer d'être un peu rapide. Le premier bébé, donc la péri n'existait pas, on n'avait pas de prépa et on faisait rien en fait, pratiquement rien, sauf quand ça allait très mal. Donc moi il y avait plus de place, on m'a mis dans une pièce sur un lit toute seule, au milieu des cartons parce qu'il y avait plus de place. J'avais pas de perfusion, on écoutait encore le cœur du bébé comme ça, voilà. Et j'étais sur le côté. Pourquoi? Parce que j'avais moins mal sur le côté. Et je ne sais plus vous dire quel côté, j'ai oublié. Mais j'avais moins mal en étant couchée sur le côté que sur le dos ou assise. Bon. Et finalement, le temps a passé, les sages-femmes venaient m'examiner toutes les heures. Mais il y avait beaucoup de boulot. Donc, pas de place et les portes claquées, les sages-femmes couraient, tout le monde criait, les mamans étaient seules, le papa était interdit en salle d'accouchement, pas de prépa, rien. Donc, c'était beaucoup de bruit. Et j'avais des contractions douloureuses, mais pas insupportables. Donc, je me disais, ça va peut-être être pire tout à l'heure, vu ce que j'entendais. Je m'économisais, je respirais, je faisais un peu de yoga, mais je n'avais pas pensé à faire le lien encore. Et les sages-femmes, tout d'un coup, j'ai eu la sensation du bébé dans le bassin, du bassin écartelé du bébé entre les jambes. J'étais couchée sur le côté, les cuisses remontées. Et quand la sage-femme est venue, elle m'a retournée sur un bassin, un urinoir, voilà, et le bébé est sorti. Donc, combien de temps est-ce que il s'est passé entre dilatation complète et accouchement? Je ne sais pas, parce que elle venait quand elle pouvait, voilà. Et deuxième bébé, c'était un siège. Siège, ça doit aller vite. C'est ça qui est physiologique, ça aille vite, parce que il va prendre des appuis, l'appui du fond utérin sur la tête. Donc, si c'est bien fléchi, ça va. Si c'est pas fléchi, ça peut pas le faire. Bref, c'était très rapide. Deuxième, on m'a installée sur la table. La sage-femme est sortie chercher le gynéco parce que on n'avait pas les portables et même pas les talkie-walkie, etc. Et je me suis retrouvée toute seule et il y avait une glace devant. C'est comme ça, on se regardait accoucher. Et j'ai vu arriver dans la glace un petit paquet, le siège. Et je vous jure que j'ai pas poussé, j'ai eu peur qu'elle tombe de la table. Mais c'est tellement fort. La poussée de l'utérus, c'est 40 kilos de force qu'on ne peut pas s'empêcher. C'est comme, si vous avez une forte diarrhée, vous pouvez pas l'empêcher. Donc, j'ai pas poussé. Et c'est après que j'ai appris que normalement, les gens doivent pousser, beaucoup faire des gros efforts, pousser, bloquer, etc. Et on m'a plus ou moins dit que j'étais pas normale. Bon. Et c'est à l'époque une obstétricienne m'a dit, je crois que vous avez raison. Je vous envoie des mamans pour faire du yoga. J'étais au télécom et j'étais économiste, j'étais pas du tout là-dedans. Voilà. Et j'ai commencé à faire du yoga prénatal dans mon salon en inventant les postures avec les femmes. Vous avez mal là, on va essayer ça va pas. Bon, voilà. Et puis après, j'ai eu mon troisième enfant. Je suis arrivée juste pour accoucher, quoi, pratiquement. Et j'ai pas poussé non plus. J'ai même à l'époque eu des photos parce que là, mon mari était là et prenait les photos. Donc, on voit très bien, ça sort en une poussée, quoi. Et
les mamans me comprenaient, mais j'étais à contre-courant complet de la médecine et je n'avais même pas le langage pour dire, hein, est-ce que, quand je pense expirer, moi je pense remonter le diaphragme, en face, on descend, voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé finalement de plus travailler comme économiste, continuer comme prof de yoga et faire médecine spécialiste du périnée. Voilà. Donc ça a changé votre vie et votre destinée. Quel serait le conseil que vous donnerez aux femmes pour faire un accouchement à 1000%? Ce serait de se faire confiance et de rester à l'écoute de ses sensations? Oui, bien sûr, mais attention parce qu'il y a des illusions aussi dans les sensations parfois. C'est bien quand même. Combien de gens vous disent je suis détendue, en face vous dites non, il n'y a pas détendu du tout, quoi. C'est pas si facile quand même de se connaître bien et de se connaître dans un moment où tout à l'heure pardon, tu l'as dit, la maman elle est dans un autre état, elle est dans un état complètement différent, pas du tout intellectualisé. Ok, elle va ressentir des choses, mais on a parfois des réflexes antalgiques qui sont pas les bons, de se fermer ou des choses comme ça, quoi. Et donc, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui, a priori, est bienveillant, n'est-ce pas? Et qui essaye de faire un peu une espèce de filtre entre l'environnement extérieur et la bulle de la maman. Donc, moi, mon rêve, c'est que, et c'est aussi un slogan, tout ce qu'on peut faire dans sa salle de bain quand on a fermé la porte, qu'on peut faire dans son salon pour accoucher ou dans la brousse, tout ça, on doit pouvoir le faire dans une salle d'accouchement. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'agir en obstétrique, c'est tout de suite. Et là, je trouve que moi, mon rêve, c'est pas que ça ne concerne qu'un tout petit nombre de femmes qui accoucheront accompagnées à la maison avec l'ambulance devant la porte. Non, c'est que toutes les femmes puissent profiter de mobilité, massage, accompagnement, voilà, dans une salle d'accouchement hospitalière, gratuite, mais où il y a tout ce qu'il faut derrière la porte. Finalement, c'est un accouchement, ça s'anticipe et ça se travaille. Il y a les cours de préparation à l'accouchement avec la sage-femme, mais on pourrait aussi les pousser un peu plus avec justement des cours de posture et de position. En tout cas, il y a toutes les ressources disponibles. On vous a donné tout ça, que ce soit dans le livre de Bernadette ou les vidéos. Et il y a des pays où, dans la préparation, interviennent aussi des psychomotriciens. Et moi, je trouve ça très cohérent. Hein. C'est parce qu'il y a de la mécanique, beaucoup, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a plein d'autres choses dans un accouchement. Hein. Mais il y a quand même de la mécanique. Hein. Et c'est le plus simple à corriger. Donc, c'est dommage de s'en priver. Parfait. Bon, mais je pense qu'on était très complet. Hein. Super. On va enregistrer, je pense, après cet épisode, un format court sur le postpartum, sur la rééducation après l'accouchement, que vous aurez sûrement le plaisir de retrouver sur un format un peu plus court de 20 à 30 minutes. Donc voilà. Bernadette, oui, merci beaucoup D'accord. pour cet épisode long. Merci à toi, Merci. Vincent, pour ta voix de rocker. Et à très bientôt à tout le monde. À très bientôt. Okay. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas très clair quand j'ai le bassin. Je suis désolée.